Je m'appelle Clara Dubois. J'ai toujours pensé que le pire défaut de ma famille était qu'ils ne pouvaient rien prendre au sérieux. Ils traitaient tout comme un spectacle, comme si la vie était une longue conversation de groupe où la personne la plus bruyante gagne et où la blague la plus cruelle est répétée pendant des années. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris à rire avec eux. En grandissant, j'ai appris à me taire. Je me disais que c'était inoffensif, que c'était simplement leur façon d'être, que je pouvais construire une vie autour de ça et contenir le désordre aux fêtes et aux anniversaires. Puis est arrivé mon dîner de fiançailles, et j'ai appris la vérité. Nous avions choisi un petit restaurant italien du centre-ville, le genre d'endroit chaleureux, même dans les coins, où les fenêtres s'embuaient quand la cuisine était en plein rush, et où l'air sentait l'ail et le vin. J'y allais depuis le début de ma vingtaine, à l'époque où j'étais fauché et ne pouvais me permettre que des pâtes et de l'eau du robinet. Le propriétaire, Marc, me reconnaissait encore. Il m'a salué comme un membre de la famille, comme si j'avais ma place dans un endroit sans complications. Il nous a donné la grande table près de la fenêtre. Et pendant quelques minutes, je me suis laissé croire que la soirée resterait simple. Léo était ravi. Il avait passé la semaine précédente à parler de la façon dont nos familles allaient enfin se rencontrer convenablement, de comment ce dîner serait le début d'un nouveau chapitre. Il le disait avec cette certitude pleine d'espoir qu'ont les hommes quand ils croient que l'amour adoucit automatiquement les angles. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire qu'avec ma famille, les nouveaux chapitres se transforment généralement en désastre. Non pas parce qu'ils ont l'intention de détruire les choses, mais parce qu'ils ne remarquent pas quand ils le font. Et si quelqu'un le leur fait remarquer, ils agissent comme si c'était vous le problème parce que ça vous importe. La soirée a bien commencé. Mon père, Denis, racontait une histoire de partie de pêche qui impliquait d'une manière ou d'une autre 3 expériences de mort imminente et une glacière qui n'était certainement pas de sa faute. Mon oncle en était déjà à son 2e verre de vin, adressant à Léo des compliments maladroits sur le fait qu'il était un bel homme et, courageux de se marier dans ce cirque. Ma mère, Martine, était de bonne humeur, riant trop fort, me touchant le bras comme si elle voulait prouver aux parents de Léo qu'elle était chaleureuse et normale. La famille de Léo était composée de gens polis et gentils, un peu dépassés par le volume sonore à notre table, mais ils essayaient. Ils souriaient au bon moment. Ils posaient des questions. Ils laissaient de l'espace. Et moi, je ne quittais pas ma sœur des yeux. Chloé était assise en face de moi avec cette énergie agitée qui lui était familière. Elle souriait, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le genre de sourire qu'elle arborait quand elle pensait qu'elle était sur le point de dire quelque chose d'emblématique, quelque chose qui ferait rire tout le monde et les ferait la regarder comme si elle était la star du moment. Chloé a toujours aimé les moments. Elle aime l'attention comme certaines personnes aiment l'oxygène. Et si elle ne peut pas obtenir l'attention par le charme, elle l'obtient par le choc. Le dessert est arrivé et le serveur a posé une assiette de tiramisu devant moi. Je me souviens de la poudre de cacao, des bords nets, de l'odeur douce et riche. Je me souviens avoir pensé pendant une seconde que c'était ça. C'était la soirée dont je me souviendrai toujours. La soirée où mes mondes se sont rencontrés sans entrer en collision. Puis Chloé s'est penchée sur la table. Elle avait ce sourire suffisant et faussement mignon, celui qu'elle utilise quand elle veut faire semblant d'être inoffensive. Elle a légèrement levé son verre et a dit, d'une voix claire comme de l'eau de roche, à la santé de la fille qui se fera probablement planter devant l'autel. C'est tombé comme un coup de feu. Léo s'est figé. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, comme si son corps ne savait pas quoi faire de ce qu'il venait d'entendre. Sa mère a cligné des yeux, confuse. Le sourire de son père s'est crispé. Pendant un battement de cœur, toute la table est devenue silencieuse. De cette manière stupéfaite dont les gens deviennent silencieux lorsque quelque chose a dépassé les bornes et qu'ils attendent de voir si quelqu'un va rectifier le tir. Ma mère a éclaté de rire. « Oh, ne dis pas ça », a-t-elle dit, en riant toujours, comme si c'était une blague innocente, comme si Chloé venait de le taquiner sur sa cravate. Personne n'a dit à Chloé d'arrêter. Mon cousin a souri en coin dans son verre de vin. Mon oncle a laissé échapper un petit rire étouffé, comme s'il ne voulait pas s'impliquer mais ne pouvait pas résister au spectacle. Mon père a secoué la tête, amusé, comme si Chloé était juste Chloé et que Léo devait apprendre à faire avec. Je n'ai pas réagi, du moins pas extérieurement. J'ai continué à manger, mon visage calme, ma main stable sur la fourchette. Mais sous la table, la main de Léo a trouvé la mienne, et sa poigne s'est resserrée. Il s'est penché vers moi, sa voix basse mais contrôlée, et a dit, ce n'est pas drôle. Pas même un peu. Chloé a levé les yeux au ciel comme s'il réagissait de manière excessive.
détends-toi. C'est une blague. Les joues de Léo ont rougi. Avez-vous la moindre idée à quel point c'est impoli? Vous êtes assise ici au dîner de fiançailles de votre sœur, en pariant sur le fait qu'elle se mariera ou non. L'ambiance à table a changé. Le rire de ma mère s'est transformé en un sourire étrange. Oh, allons, a-t-elle dit en agitant la main. Tu dois apprendre à ne pas prendre les choses si au sérieux. Léo n'a pas reculé. Et vous devez apprendre à faire preuve d'un respect élémentaire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Léo ne faisait pas que m'épouser. Il était prêt à se mettre entre moi et la cruauté de ma famille, même si cela lui coûtait leur approbation. Il était prêt à rendre la situation inconfortable. Il était prêt à dire la vérité à voix haute. Et quelque chose en moi s'est brisé. Parce que pendant des années, j'avais été celle qui, silencieusement, maintenait tout en place. Il me traitait comme une musique de fond, comme un service public fiable, comme la personne qui réparerait toujours tout, paierait tout, gérerait tout, arrangerait tout. Et je l'ai fait, encore et encore. J'ai couvert le loyer de Chloé quand elle ne trouvait pas de travail. J'ai payé le chauffe-eau de ma mère quand le sien est tombé en panne. Je me suis occupé des amendes de mon cousin pour qu'il ne perde pas son permis. J'ai payé des frais de scolarité. J'ai payé des acomptes. J'ai payé pour des urgences qui n'étaient pas les miennes parce que je ne supportais pas de voir les choses s'effondrer. Quelque part en chemin, ma générosité a cessé de leur paraître comme de la générosité. Elle a commencé à ressembler à mon travail. Alors ce soir-là, quand Chloé a porté un toast au fait que mon fiancé soit abandonné devant l'hôtel et que ma mère a ri avec elle, je n'ai pas explosé. Je n'ai pas fait de scène. Je ne leur ai pas donné ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire que j'avale ça en silence et que je passe à autre chose. J'ai attendu que Léo et moi soyons rentrés. Il m'a demandé si j'allais bien. Sa voix était prudente, protectrice. Je lui ai dit que c'était fini. C'était tout, juste une phrase. J'en ai fini de les laisser me traiter comme ça. Léo m'a regardé un instant, puis a hoché la tête, comme s'il comprenait exactement ce que cela signifiait. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le semestre de Chloé à l'étranger, au Portugal, devait commencer la semaine suivante. J'avais payé les frais de scolarité 3 jours plus tôt. Je me suis souvenu d'avoir cliqué sur « Envoyer », pensant que je l'aidais à construire sa vie, pensant que c'était ce que fait une bonne sœur. J'ai trouvé l'email du programme, j'ai appelé le service financier, j'ai attendu 40 minutes en écoutant une musique métallique, mon cœur battant lentement et régulièrement dans ma poitrine. Quand la représentante a décroché, j'ai parlé calmement. J'ai demandé à annuler le paiement. J'ai donné les détails. J'ai confirmé l'annulation. L'email de confirmation est arrivé juste après minuit. Inscription annulée. Solde impayé. Je ne l'ai pas dit à Chloé. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas publié. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement retiré le filet de sécurité sur lequel il rebondissait depuis des années. Léo est venu derrière moi, m'a embrassé l'épaule et a dit doucement « Ça va être intéressant ». Je n'ai pas souri. J'ai juste fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher parce que je savais déjà ce que le matin apporterait. Le lendemain matin, la tempête a éclaté à l'heure exacte qui rend le chaos officiel. Pas midi, pas la fin de l'après-midi, mais assez tôt pour gâcher toute votre journée avant même que vous n'ayez eu la chance de prétendre que vous allez bien. Il était 8h40. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café, le genre de routine lente qui me calme habituellement. Léo était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, toujours silencieux depuis la veille, me regardant toujours comme s'il attendait de voir si je regretterais ce que j'avais fait. Ce n'était pas le cas, pas même un peu. Mes mains étaient calmes. Mes pensées étaient claires. J'avais franchi une ligne que ma famille ne me croyait pas capable de franchir. Et je pouvais le sentir dans mes os, comme si une nouvelle colonne vertébrale m'avait poussé pendant la nuit. Le téléphone de Léo s'est allumé en premier. Il a baissé les yeux, a froncé les sourcils, puis m'a regardé sans dire un mot. L'écran n'arrêtait pas de clignoter, les messages s'empilant, les notifications déferlant comme une inondation. « C'est Chloé », a-t-il finalement dit, et il y avait quelque chose de presque impressionné dans sa voix. « Elle fait exploser ton téléphone et le mien. Et apparemment, elle a trouvé mon numéro d'une manière ou d'une autre. » J'ai pris une gorgée de café sans demander pourquoi. Je savais déjà pourquoi. Je savais déjà exactement ce qu'elle allait dire.
Parce que ma sœur n'a jamais eu que deux modes de fonctionnement quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, la rage et la panique. La rage d'abord. La panique quand la rage ne fonctionne pas. Léo a fait glisser son téléphone sur le comptoir. Le message à l'écran était en majuscule, comme si le volume pouvait changer la réalité. Mon vol est annulé. Ils ont dit que mon visa est révoqué. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis juste retourné verser du café dans ma tasse comme si ma cuisine n'était pas sur le point de devenir le centre du système de diffusion d'urgence de ma famille. Pendant une seconde, Léo m'a observé comme s'il regardait une scène de film où le personnage principal finit par craquer. Finit par arrêter de jouer la gentille. Puis sa bouche a eu un léger soubresaut. La chose la plus proche d'un sourire que j'avais vu sur son visage depuis le dîner. Moins d'une minute plus tard, mon propre téléphone a vibré. Même texto, même majuscule, même accusation, suivi de « appelle-moi maintenant ». Puis est venue une série de points d'interrogation. Des dizaines. Comme si la ponctuation pouvait me forcer à obéir. Léo s'est penché par-dessus mon épaule et l'a relu. Visa révoqué, a-t-il murmuré. C'est impressionnamment rapide. J'ai haussé les épaules, non pas que cela n'ait pas d'importance, mais parce que je n'allais pas feindre la culpabilité pour une conséquence que ma sœur avait créée. L'annulation des frais de scolarité n'a probablement pas eu l'air d'un simple contretemps, ai-je dit. Pas de paiement, pas d'inscription, pas de visa étudiant. Le silence entre nous semblait étrangement paisible. Puis mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement. Puis Chloé a appelé. Puis mon cousin. Puis mon oncle. C'était comme s'ils avaient un système d'alarme de groupe et que je l'avais déclenché. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer si fort qu'il faisait trembler le comptoir. Et pendant un instant, je l'ai juste regardé, étonné de la rapidité avec laquelle leurs préoccupations pouvaient se mobiliser quand il s'agissait de l'argent que je fournissais auparavant. J'ai retourné mon téléphone et j'ai commencé à faire griller du pain. Léo me regardait avec une sorte de satisfaction tranquille. « Tu ne vas vraiment pas répondre ?» a-t-il dit, comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Non », ai-je dit simplement. « Ils peuvent attendre. » À 9 heures, le ton est passé de la panique à l'autorité. « Maman a envoyé un texto », a dit Léo. « L'avenir de Chloé est en jeu. Tu dois régler ça tout de suite. La famille est de la famille. » Léo l'a lu par-dessus mon épaule et a laissé échapper un rire doux et sans humour. Où était la famille et de la famille hier soir quand il riait à l'idée que je me fasse planter devant l'autel? Ces mots ont atterri comme le fait la vérité, net et tranchant. Je l'ai senti dans ma poitrine. C'est ce que j'essayais de ne pas dire à voix haute depuis des années. Les règles étaient toujours écrites à l'encre invisible. Et d'une manière ou d'une autre, l'encre n'apparaissait que lorsqu'il voulait quelque chose. À 9h15, la conversation de groupe familial dans laquelle on m'avait entraîné il y a des mois s'est illuminée comme un feu d'artifice. Mon cousin a écrit « Si c'est à propos d'hier soir, tu dramatises ». Ma tante a enchaîné avec « On ne lave pas son linge sale en public ». Léo ne m'a même pas regardé avant de prendre mon téléphone et de taper en retour « Alors peut-être ne créez pas de linge sale en premier lieu ». Il a appuyé sur envoyer. Je ne l'ai pas arrêté. À 9h30, Chloé a dû se rendre compte que sa rage n'obtenait pas de résultat, alors elle a appelé Léo directement. Il a répondu et a mis le haut-parleur, comme s'il voulait que les choses soient mises au clair ouvertement. Sa voix est sortie, chaude et rapide. « C'est toi qui l'as convaincue de faire ça », a-t-elle lancé, comme si elle ne pouvait pas concevoir que mes choix puissent exister sans qu'un homme les guide. « C'est toi qui la contrôle parce que tu manques d'assurance ?» L'expression de Léo n'a pas changé. « Non », a-t-il dit d'un ton égal. « Elle a décidé que tu n'as pas le droit de nous insulter à notre dîner de fiançailles et de t'attendre encore à ce qu'elle finance ta vie. » Le souffle de Chloé s'est coupé. « Vous êtes en train de gâcher ma vie. » « Tu as réussi ça toute seule, » a dit Léo, toujours calme. Et puis il a mis fin à l'appel sans attendre sa réponse. Je suis resté là une seconde, les mains sur le comptoir, sentant quelque chose d'étrange s'installer en moi. Pas de la culpabilité. Du soulagement. Parce que pour la première fois, je n'essayais pas de m'expliquer à des gens déterminés à ne pas me comprendre. À 11h45, maman a envoyé un dernier texto. « Si tu ne règles pas ça, ne prends pas la peine de venir dîner dimanche. » Léo l'a lu, m'a regardé et a dit « Parfait. »
J'ai haussé un sourcil. Ça veut dire qu'on récupère nos dimanches, a-t-il ajouté, comme si c'était un cadeau qu'elle ne réalisait pas qu'elle nous faisait. Le reste de la journée, les appels n'ont pas cessé. Mais quelque chose était différent. La colère avait maintenant une pointe d'incertitude. Les tentatives de culpabilisation étaient frénétiques. Les menaces étaient minces. Il réalisait lentement, douloureusement, qu'il ne pouvait plus me forcer à reprendre mon ancien rôle avec du volume et de la pression. Et une fois que les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils commencent à faire quelque chose d'encore plus dangereux. Ils commencent à négocier. Le samedi matin, j'ai eu l'impression de me réveiller après une tempête dont les dégâts ne s'étaient pas encore entièrement révélés. Mon téléphone est resté silencieux pendant les 10 premières minutes, et dans ce silence, je pouvais presque entendre ma famille se regrouper, recalculer, essayer de trouver le prochain levier à actionner. La rage n'avait pas fonctionné. Les menaces n'avaient pas fonctionné. Le silence ne m'avait pas effrayé au point de me soumettre. Il ne leur restait donc qu'une seule option qu'ils avaient rarement eu à utiliser avec moi auparavant. La négociation. À 8h15, mon cousin Mathieu a lancé le bal dans la conversation de groupe. Peut-être que si on cotise tous, elle pourra quand même y aller. J'ai ri, pour de vrai. Pas à voix haute, mais le genre de rire qui se produit à l'intérieur de votre poitrine quand l'ironie est trop acerbe pour être ignorée. C'était le même homme qui m'avait emprunté 1900 € l'année dernière et n'avait pas remboursé un seul centime. Le même homme qui semblait toujours avoir une urgence financière quand le loyer était dû, mais qui avait toujours de l'argent pour des week-ends. Puis ma tante est intervenue, elle va manquer tellement de souvenirs. Tu ne prendrais pas ça à ta propre sœur, n'est-ce pas? La formulation était impressionnante d'audace, comme si je m'étais personnellement faufilé dans la chambre de Chloé au milieu de la nuit pour voler son passeport, comme si les conséquences étaient des actes de violence plutôt que des résultats. À 8h30, maman a rejoint la phase de négociation. Elle a commencé à m'envoyer des liens vers des compagnies aériennes à bas prix avec des légendes comme « Regarde, ceux-là sont à moins de 550 €. On peut y arriver si tu envoies juste l'argent. » Le mot « on » était là sur mon écran comme un mensonge qui n'avait même pas pris la peine de se déguiser. Léo était assis à côté de moi sur le canapé, café à la main, parcourant les messages comme s'il lisait un tabloïd particulièrement sordide. « Il pense toujours que c'est du bluff », a-t-il dit doucement. « Il pense que s'il te jette assez de culpabilité à la figure, tu vas céder comme tu l'as toujours fait. » Ils n'ont pas encore compris, ai-je dit. Vers 10h, Chloé a changé de tactique. Fini les majuscules et les accusations. À leur place, un essai de 5 paragraphes sur la façon dont ce semestre à l'étranger était l'opportunité d'une vie, comment il définirait sa carrière, comment sans lui elle prendrait du retard sur tous les autres de son âge. C'était soigneusement écrit, presque peaufiné, comme si elle l'avait fait relire par quelqu'un avant d'appuyer sur envoyer. Elle parlait de croissance, d'indépendance, de rêve. Léo l'a lu 2 fois, puis m'a rendu le téléphone avec un air peu impressionné. Sa carrière, a-t-il dit sèchement. Elle a changé de spécialité plus de fois que je n'ai changé mes mots de passe. À 11h02, quelque chose est tombé qui a eu un effet différent. Un texto de ma cousine Renée. Elle a toujours été la discrète de notre famille. L'observatrice. La personne qui restait en dehors des histoires à moins que cela ne devienne impossible à ignorer. Son message était direct, tout le monde panique parce que tu as toujours été celle qui tenait tout ensemble. Tu ne paies pas? Tout le système s'effondre. Le voir écrit si clairement m'a retourné l'estomac. Je l'avais toujours su à un certain niveau, mais le lire sans le filtre familial habituel a balayé tout déni restant. Il ne s'agissait pas seulement du voyage de Chloé. Il s'agissait du fait que j'avais finalement prouvé que j'étais prête à les laisser échouer. Ce soir-là, Léo et moi sommes sortis dîner, non pas pour célébrer, mais juste pour respirer quelque part qui n'était pas saturé par la panique de ma famille. Au milieu du repas, mon téléphone a de nouveau vibré. Maman. Cette fois, sa voix n'était pas en colère. Elle semblait fatiguée, épuisée. Clara, a-t-elle dit doucement. On peut juste parler? Bien sûr, ai-je répondu calmement, mais rien ne changera. Elle s'est lancée dans une tirade sur le fait que Chloé avait pleuré toute la journée, appelant des parents, suppliant de l'aide. Elle a dit que la situation était embarrassante pour la famille. Encore ce mot, embarrassante. Léo s'est penché vers le téléphone. Ce qui était embarrassant, c'était de rire quand votre fille a insulté votre futur gendre à son dîner de fiançailles.
Maman a fait semblant de ne pas l'entendre et a continué à parler. C'est ta sœur. Tu ne peux pas la laisser passer à côté de cette opportunité. Je peux, ai-je dit, et c'est ce que je fais. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse basculer vers l'angle de la sympathie. Quand nous sommes rentrés, j'avais 3 nouveaux messages de parents différents, tous des variations du même sentiment, nous ne pensions pas que tu irais jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne qu'ils n'avaient jamais pensé que j'aurais le courage de franchir. Je n'étais plus le filet de sécurité fiable. J'étais le fil qui dépasse qu'ils avaient peur de tirer. Le dimanche matin, le ton avait de nouveau changé, mode négociation totale. À 8h05, Mathieu m'a envoyé un message vocal. Il parlait lentement, prudemment, comme s'il avait peur de déclencher une alarme. Écoute, je sais que je te dois de l'argent d'avant, mais si tu peux couvrir les frais de scolarité de Chloé, je te rembourserai, avec les intérêts. Cela aurait pu paraître sincère si je ne savais pas qu'il vivait actuellement dans le sous-sol de son ami avec environ 40 € sur son compte en banque. À 8h20, ma tante a proposé de couvrir le logement de Chloé au Portugal, pour que je n'ai qu'à m'occuper des frais de scolarité. Elle a même ajouté un petit emoji cœur, comme si un symbole de dessin animé pouvait effacer des années de pique passive-agressive et de manque de respect désinvolte. À 9h02, maman a de nouveau appelé. Léo a répondu sans me le demander. Mets-le sur haut-parleur. Clara doit penser à la situation dans son ensemble, a dit sèchement maman. Si Chloé ne peut pas terminer son diplôme, cela rejaillit négativement sur nous tous en tant que famille. Léo n'a pas sourcillé. Vous vous inquiétez de l'image que ça donne. Vous auriez dû vous en inquiéter quand vous avez porté un toast au fait que je me fasse larguer à mon propre dîner de fiançailles. Il y a eu une longue pause. Puis maman a essayé quelque chose auquel je ne m'attendais pas, et si je te remboursais, a-t-elle dit rapidement. Ça prendra peut-être du temps, mais je te rendrai l'argent un jour ou l'autre. J'ai ri, sans bienveillance. Vous me rendez l'argent un jour ou l'autre depuis que j'ai 21 ans, ai-je dit. Ce n'est pas encore arrivé. Elle n'a pas discuté. Elle a juste raccroché. À 10h, la situation a pris une tournure étrange. René a de nouveau envoyé un texto. Tu devrais regarder sur Instagram. Léo l'a affiché pendant que je beurrais du pain grillé. Il a fait défiler pendant quelques secondes, puis a laissé échapper un petit sifflement. Waouh, a-t-il dit. Elle a visé la jugulaire. Chloé avait fait une publication publique, longue, détaillée, en taguant la moitié de la famille et plusieurs anciens camarades de classe. Elle me dépeignait comme jalouse, contrôlante, quelqu'un qui ne supportait pas de la voir réussir. Elle affirmait que j'avais saboté son avenir parce que j'avais peur d'être éclipsé par ma jeune sœur. Mais dans sa précipitation à prouver à quel point elle avait été opprimée, elle a commis une erreur fatale. Elle a tout listé. Toutes les dépenses importantes que j'avais jamais couvertes pour elle. Loyer, acompte pour la voiture, frais de scolarité, voyage, facture d'urgence tout. De ses propres mots, sur une plateforme publique. Léo a souri. Elle a en gros écrit ton curriculum vitae comme étant la seule raison pour laquelle elle a jamais eu des opportunités. À 13h, les commentaires ont afflué. Pas d'inconnus, mais d'amis communs, de la famille élargie, et il ne prenait pas son parti. Si ma sœur faisait la moitié de ça pour moi, je lui serais reconnaissant à vie. Tu as l'air d'une enfant gâtée, Chloé. Peut-être ne devrais-tu pas mordre la main qui a payé tous tes péages. À 16h, elle a modifié la publication. Ça n'avait pas d'importance. Les captures d'écran étaient déjà partout. À 18h, René a de nouveau envoyé un texto. Elle appelle des gens pour essayer de leur faire retirer la publication. Elle panique. Léo s'est adossé au canapé, calme. Elle réalise qu'elle ne contrôle plus le récit. Et c'était la vérité. Pour la première fois, le récit n'était pas quelque chose que ma famille pouvait arranger avec des blagues et du déni. Les fissures étaient visibles maintenant, publiques, permanentes. Et une fois que les mensonges sont exposés à la lumière du jour, ils ne survivent pas longtemps. Le dimanche soir, la conversation de groupe familial ressemblait à une zone sinistrée après un ouragan. Les messages s'empilaient sur les messages. La moitié d'entre eux étaient des tentatives de limiter les dégâts. L'autre moitié, des gens essayant de se distancier discrètement de Chloé maintenant que la section des commentaires s'était retournée contre elle. Les blagues ont cessé. Les tentatives de culpabilisation se sont adoucies. Ce qui les a remplacées était quelque chose de bien plus révélateur.
La peur. Il ne s'inquiétait plus pour Chloé. Pas vraiment. Il s'inquiétait pour moi. De ce que signifiait le fait que je les avais enfin laissés subir les conséquences sans me précipiter pour amortir l'impact. Pour la première fois, ils imaginaient une version de leur vie où je ne réparais pas discrètement les choses en arrière-plan. À 7h32 le lundi, Chloé m'a envoyé un texto directement pour la première fois depuis vendredi. Pas de majuscule, pas d'insulte. On peut parler, s'il te plaît? 9 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit au dîner. C'était juste une blague. Ne rendons pas ça plus gros que ça ne l'est. Léo l'a lu par-dessus mon épaule et a secoué la tête. Ce ne sont pas des excuses, a-t-il dit. C'est une tentative de retour à la case départ. Elle essaie de remonter le temps jusqu'à avant la publication sur Instagram, ai-je répondu. Avant que tout le monde ne voie les preuves. À 8h, mon oncle Richard m'a appelé. Un homme qui ne m'avait pas appelé depuis 3 ans, sauf s'il avait besoin d'argent. Sa voix était basse, presque embarrassée. Je veux juste que tu saches, a-t-il dit. Je ne trouvais pas drôle ce que Chloé a dit. J'ai seulement ri parce que ta mère l'a fait. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le fonctionnement de cette famille. Le rire comme permission, le silence comme accord, la lâcheté déguisée en harmonie. À 8h20, ma tante a envoyé un message qui semblait similaire. Pour mémoire, je ne voulais pas offenser Léo. Je pensais que c'était une taquinerie inoffensive. Personne ne s'excusait auprès de moi. Ils essayaient de s'assurer qu'ils ne seraient pas les prochains. À 9h15, René a appelé. Tu devrais savoir, a-t-elle dit doucement. Il se retourne vite contre Chloé. Je ne les ai jamais vus jeter quelqu'un sous un bus comme ça. Je crois qu'ils ont peur que tu les coupes comme tu l'as coupé. Elle avait raison, et la peur pousse les gens à faire des choses désespérées. À 11h, Chloé a réessayé. Cette fois, c'était un mur de texte, de près de 500 mots. Elle parlait de croissance, de leçons apprises, de comment elle ne demanderait plus jamais rien si je l'aidais juste cette dernière fois. La formulation était étrangement familière. Léo n'a même pas eu l'air surpris. Elle a fait exactement la même promesse avant, a-t-il dit. Mot pour mot. Tu te souviens du voyage à la Martinique? À 14h, un email a atterri dans ma boîte de réception du service financier du programme à l'étranger. Objet, concernant l'inscription de Chloé Dubois. Ils ont confirmé l'annulation du paiement. Puis est venue la ligne qui a tout changé. Chloé les avait contactés ce matin-là pour essayer de trouver un nouveau sponsor. Ils avaient refusé, citant des litiges de paiement antérieurs. Traduction, même si quelqu'un d'autre voulait payer maintenant, il ne prendrait pas le risque. Léo s'est penché pour le lire par-dessus mon épaule. Elle n'est pas seulement à court d'argent, a-t-il dit doucement. Elle est exclue. À 15h30, maman a de nouveau appelé. Pas de colère, pas de menace, juste un ton prudent et contrôlé. Elle est prête à s'excuser auprès de tout le monde si tu l'aides, a-t-elle dit. 1 heure plus tard, René a envoyé un texto. Chloé dit qu'elle est prête à s'excuser publiquement auprès de toi si c'est ce qu'il faut. Cela m'a arrêté. Les excuses publiques n'existaient pas dans ma famille. Jamais. Si elle était même prête à le proposer, elle devait être en train de se noyer. Et j'ai su à ce moment-là qu'il ne s'agissait plus seulement de gagner une dispute. C'était ma seule chance de changer les règles de façon permanente. J'ai répondu à Chloé par texto, excuse publique, dîner de vendredi, devant tout le monde, sans excuse. Sa réponse est arrivée en moins de 10 secondes. D'accord. Pas d'émoji, pas de sarcasme, juste un mot. Le vendredi soir, j'ai eu l'impression d'entrer dans une salle d'audience déguisée en dîner de famille. Tout le monde était là. Tante, oncle, cousin, même ceux qui ne venaient que lorsqu'il y avait de la nourriture ou des histoires. L'énergie dans la pièce était anormale, lourde, contenue. Personne ne plaisantait. Personne n'élevait la voix. Les couverts cliquetaient contre les assiettes trop fort dans le silence. Chloé n'arrêtait pas de me jeter des regards comme si elle attendait le bon moment pour agir. Au milieu du dessert, elle s'est levée. Je veux m'excuser auprès de ma sœur, a-t-elle dit, sa voix stable, mais ses doigts crispés et blancs sur le bord de son assiette. Ce que j'ai dit à son dîner de fiançailles était mal. Ce n'était pas une blague. Je lui ai trop pris au fil des ans et je n'ai rien donné en retour. Ça change maintenant.
La pièce s'est figée. J'ai laissé le silence s'étirer assez longtemps pour mettre les gens mal à l'aise. Assez longtemps pour le rendre réel. Excuses acceptées, ai-je dit calmement. Mais il y a quelque chose que tout le monde ici doit comprendre. J'ai regardé autour de la table. Les visages évitaient mon regard. Je ne donnerai plus jamais un seul euro à qui que ce soit dans cette famille sans respect. Si vous ne pouvez pas en donner, ne demandez pas. Ma mère a ouvert la bouche comme si elle voulait protester, puis l'a refermée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai posé face visible sur la table et j'ai ajouté, et pour que ce soit clair, je garde des captures d'écran de tout. Les publications, les messages, les blagues. Si quelqu'un oublie la leçon de ce soir, je serai heureuse de la lui rappeler. Léo n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Sa présence en disait assez. Après le dîner, ma mère nous a accompagnés à la porte. Elle a hésité. Tu pensais vraiment tout ça, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, et je le penserai toujours. Pendant les 3 mois qui ont suivi ce dîner, tout est devenu calme. Pas d'appel tard le soir pour demander de l'aide. Pas d'insultes désinvoltes déguisées en humour. Pas d'urgence qui nécessitait d'une manière ou d'une autre ma carte de crédit. Chloé a trouvé un travail à temps partiel dans une librairie le week-end. Elle publiait des photos de l'attar au lieu de citations passives-agressives. Elle ne m'a pas remercié pour ce que j'avais fait auparavant, mais elle ne s'est plus moquée de moi non plus. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone n'était pas une ligne d'urgence. J'ai commencé à penser que c'était peut-être fini. Puis, un jeudi après-midi, Renée a appelé. « Tu es assise ?» a-t-elle demandé. « Je suis au travail », ai-je dit. « Quoi encore ?»« C'est Chloé », a-t-elle répondu. « Elle sort avec quelqu'un, et ce n'est pas n'importe qui. » J'ai soupiré. « Bien sûr que si. »« Il y a plus », a dit Renée. « Il est de son programme à l'étranger. Il est de retour en France, et elle dit aux gens qu'elle a failli ne pas le rencontrer parce que tu as annulé son voyage. Elle présente ça comme si tu regrettais ce que tu as fait. J'ai ri, sincèrement cette fois. Bien sûr que si. Mais le vrai rebondissement est arrivé plus tard dans la journée. Chloé a envoyé un texto à Léo. On pourrait dîner un de ces soirs? Je veux parler de quelque chose d'important. Léo m'a montré le message. Elle ne nous a jamais invités nulle part auparavant. Nous avons accepté de nous retrouver dans un petit café du centre-ville. Elle était déjà là quand nous sommes arrivés, assise à une table avec 2 capuccinos et un homme que je ne reconnaissais pas. Début de la trentaine, sourire poli. Le genre de gars qui avait l'air de ne posséder qu'une seule belle veste et de la porter partout. « Voici Daniel », a dit Chloé d'un ton enjoué. « Nous sommes fiancés. » J'ai failli m'étouffer avec mon café. 3 mois. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour construire un nouveau conte de fées. Elle s'est penchée en avant, les yeux brillants. Daniel et moi pensions que vous et Léo devriez venir au mariage. C'est en Grèce. Léo a cligné des yeux. La Grèce? Chloé l'a ignoré. Nous voulions vous donner la première occasion d'en faire partie et, bien sûr, de nous aider à le réaliser. La voilà. La demande. Habillée de romance et de destin, mais toujours la même pièce de théâtre, un costume différent, le même scénario. J'ai souri, calme, agréable. J'y réfléchirai, ai-je dit, et je le pensais. Mais pas de la manière qu'elle espérait. Parce que si Chloé pensait pouvoir réécrire la fin de cette histoire, elle avait oublié un détail important. Je n'étais plus le personnage secondaire. C'est moi qui tenais le stylo. Je n'ai pas répondu à Chloé tout de suite après ce dîner. J'ai laissé le silence s'étirer, de la même manière que je l'avais fait à la table familiale des mois plus tôt. Le silence, avais-je appris, était le seul langage que ma famille respectait une fois que l'argent avait cessé de parler pour moi. Une semaine a passé, puis une autre. Finalement, je lui ai répondu par texto. Léo et moi ne contribuerons pas financièrement. Si vous nous voulez toujours là, nous viendrons en tant qu'invités. Sinon, nous comprenons. Sa réponse a mis des heures à arriver. Quand elle est venue, elle était courte. On en parlera. Nous ne l'avons jamais fait. L'invitation n'est jamais arrivée. Et pour la première fois, cela ne m'a pas fait mal, car la vérité s'était enfin installée. Ma valeur pour ma famille n'avait jamais été une question d'amour ou de respect. C'était une question d'accès. Accès à mes ressources, à ma patience,
à ma volonté de nettoyer des dégâts qui n'étaient pas les miens. Lorsque cet accès a disparu, les jeux ont également disparu. Léo a résumé la situation un soir alors que nous étions assis sur le canapé, les pieds emmêlés, l'appartement calme et sûr. Tu n'as pas seulement gagné, a-t-il dit. Tu as changé les règles. J'ai souri. Bien, ai-je dit.